Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. Bienvenue à ce nouvel épisode hors-série de Nos Voix pour des Toits. Je suis Marc-Olivier Cholette, le producteur de cette série balado pour la FROM, et je vous présente l'intégrale de la discussion qui engageait quelques porte-paroles du milieu de l'habitation de l'agglomération de Longueuil. Dans chacun des épisodes de la série régulière, nous dédions un segment de l'épisode qui s'articule autour d'une région ou d'une municipalité prenant racine sur notre territoire. Pour l'occasion, nous voulions entendre, en plein cœur des élections municipales, les membres de la coalition des organismes de l'agglomération de Longueuil pour le droit au logement vulgariser les constats ainsi que les différentes actions proposées pour améliorer la situation dans la ville la plus peuplée de notre territoire. En effet, cette coalition représente près d'une trentaine d'organismes communautaires mobilisés sur le terrain qui travaillent avec acharnement pour tempérer les ravages de la crise du logement et soutenir la population de l'agglomération. C'était Martin Bécotte, le directeur de notre fédération, qui animait cette table ronde s'inscrivant dans le cadre du 3e épisode, le rôle des municipalités dans le développement social et communautaire. Alors, bonjour, merci beaucoup de votre présence à cette table ronde sur la situation du logement dans l'agglomération de Longueuil. Pour chacun des épisodes du balado Nos Voix pour des Toits, on met la loupe sur un territoire, une région de la FROM. Donc, dans ce cas-ci, dans le cadre des élections municipales, on a choisi l'agglomération de Longueuil. Et depuis, le 3e épisode porte sur le rôle des municipalités dans l'habitation. Donc, on trouve important de mettre la loupe sur le territoire le plus densément peuplé de notre région. Et Longueuil est une des villes au Québec où est-ce qu'on trouve le plus de locataires, de ménages locataires. Pour ce panel, nos invités, pour commencer, M. Denis Trudel, député de Longueuil-Saint-Hubert, responsable du dossier de l'habitation au Bloc québécois, qui siège à titre de député de la Chambre des communes depuis 2019. M. Marco Monzon, directeur du comité Logement Rive-Sud. Le comité Logement Rive-Sud est un organisme qui fait la défense des droits collectifs et individuels des locataires. M. Élie Gravel, directeur du groupe de ressources techniques de la Rive-Sud. C'est un organisme qui a comme mission de soutenir les communautés, les institutions publiques, les groupes communautaires et les locataires dans le développement du logement social et communautaire sur le territoire de la Rive-Sud. Madame Sonia Jurado, directrice des habitations Paul Pratt, un OSBL d'habitation de 174 logements pour personnes âgées. Madame Marie-Claire McLeod, présidente des habitations communautaires de Longueuil, donc un organisme sans but lucratif qui possède 178 logements à Longueuil, qui fait également le développement du logement social et communautaire. Monsieur Bertrand Legault, directeur de l'Association de l'information en logement en immeubles adaptés. ALIA est un organisme qui promeut le logement et l'habitation adaptée sur le territoire de la Montérégie, donc en soutien aux personnes handicapées qui sont vraiment les personnes parmi les plus touchées par la crise du logement. Monsieur Nicolas Gildersleeve, directeur de la Halte du Coin, un organisme qui vient en aide aux clientèles vulnérables, notamment un refuge là principalement à haut seuil d'accessibilité pour les personnes en situation précaire, d'itinérance et en détresse. Monsieur Charles Guindon, du groupe de ressources techniques Bâtir son quartier. Et M. Réal Bray, un locataire dans le marché privé et un militant de longue date impliqué dans le milieu communautaire qui a également témoigné à l'ONU de la situation du logement au Canada. Donc, merci beaucoup de votre présence. Pour chacune des tables rondes, on invite l'ensemble des élus du territoire fédéral, provincial. Dans ce cas-ci, on n'a pas municipal également, mais dans ce cas-ci, on ne l'a pas fait à cause des élections municipales. Il y aura un débat le 20 septembre à Longueuil entre les candidats. Sinon, on avait également invité donc Madame Alexandra Mendes, Madame Chéri Romanado de la Chambre des communes, Monsieur Gaétan Barrette et Madame Nathalie Roy et Yann Lafrenière de l'Assemblée nationale qui ont décliné notre invitation. Les députés Monsieur Stéphane Bergeron et Monsieur Xavier Barcelou-Ménard n'ont pas répondu à notre demande au niveau fédéral. Puis au niveau provincial, Madame Nicole Ménard et Monsieur Lionel Carman n'ont pas répondu à notre invitation. Nous n'avons pas invité la députée indépendante de Marie-Victorin, Mme Catherine Fournier, car elle est en ce moment en élection municipale. Alors, pour mettre la table, on pourrait dire que l'agglomération de Longueuil comprend les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno,
Saint-Lambert. En 2015, la Coalition pour le droit au logement de l'agglomération de Longueuil a produit un mémoire en préparation des consultations publiques pour une politique en habitation de l'agglo. Donc, ce mémoire-là demandait une inclusion de 20% du logement social, la fin des conversions des logements en condos, une meilleure application également des règlements de salubrité. Certains éléments ont été retenus dans le cadre de la politique, mais plusieurs n'ont pas été retenus et cette politique-là, elle a pris beaucoup de retard. Donc, il y a plusieurs éléments de la politique qui n'ont toujours pas été adoptés ou mis en œuvre là, alors qu'ils auraient dû être faits en 2018-2019. Dans l'agglomération de Longueuil, on retrouve 418 000 personnes, 175 000 ménages, dont près de 9 000 ménages qui consacrent plus de 50% de leurs revenus pour se loger et un parc de logements vieillissant. Plus de 50% des logements ont été construits avant 1995. Le 11 juin dernier, des groupes de la coalition et le réseau de la santé ont publié une recherche. Ils ont sondé plus de 1000 locataires pendant plusieurs mois sur leurs conditions de vie, les locataires de l'agglomération de Longueuil. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont ressortis, entre autres sur la salubrité des logements, entre autres pour les femmes principalement, puis les personnes racisées. Là, on voit l'impact pour eux, les personnes les plus vulnérables de la situation du logement, mais entre autres pour les femmes, 60% des femmes qui ont participé à l'étude ont des revenus inférieurs à 29 000 $, 10% de moins que les hommes et 76% des femmes qui ont participé à l'étude sont des mères monoparentales. 21% des locataires sondés dans l'étude ont des revenus annuels de 15 000 $ et moins. Le RECLAC a fait une recherche très exhaustive sur le coût des logements disponibles. Donc, combien coûtent les logements disponibles en étudiant en sondant les petites annonces partout au Québec. Et pour l'agglomération de Longueuil, leur constat, c'est que les studios ont augmenté de 19% dans la dernière année, les 3,5 de 16%, les 4,5 de 21% et les 5,5 de 41%. On sait que pour les grands logements, le taux d'occupation est généralement bas, mais pour les grands logements ou les logements adaptés, le taux d'occupation est de l'ordre de 0% pratiquement. Donc, c'est un peu les éléments pour mettre la table. Sinon, c'est vous les experts de l'agglomération, donc on espère vous entendre sur l'état de la situation en ce moment. Alors, ma première question à nos participants, combien de ménages après le 1er juillet dans l'agglomération de Longueuil sont toujours dans la rue ou toujours sans logement en ce moment? Oui, Monsieur Monzon. Peut-être répondre. C'est un peu difficile à répondre dans le sens que les personnes qui ont été accompagnées par le service là, qui a été mis en place autour du 1er juillet, là, on rapporte pas que des gens sont, par exemple, dans la rue, là, quand on parle concrètement. Là, on a reçu une soixantaine de demandes, 58 demandes pour le Vieux-Longueuil, donc 58 ménages qui représentent à peu près 101 personnes. On a reçu 4 demandes. On sait qu'il y a eu 4 demandes à Brossard et 2 demandes à Saint-Lambert. Il faut, par exemple, nuancer ces chiffres parce que si on prend ces chiffres-là, c'est moins que l'année précédente. Et pourtant, on est dans une situation où les problèmes de logement se sont complexifiés. Il y a beaucoup plus de problèmes de logement cette année qu'il y en avait l'année passée. Pourtant, les gens qui ont fait appel au 311 pour des mesures d'urgence, il y en a moins. Ce qu'on fait comme analyse de ça, c'est que ça fait déjà plusieurs années qu'on dit aux personnes, avant de partir de votre logement, pensez-y comme il faut. Ça fait déjà 3 ans qu'on le répète à tout le monde, là. Puis c'est un peu partout, dès qu'on fait des sorties publiques, on dit à tout le monde, pensez-y avant de résilier votre bail, là, parce que vous ne retrouverez pas quelque chose au même prix, puis ça va être très difficile de le trouver au même prix. Donc ça, selon nous, ça a eu un impact. En parallèle, le nombre de personnes qui nous ont appelés pour des problèmes de logement a doublé. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à ces chiffres-là, là, même s'il semble dire que la situation est meilleure, mais la situation ne s'est pas améliorée. Les gens nous ont appelés 2 fois plus que l'année précédente. Ce que ça sous-entend, c'est que les gens, ils sont pas déménagés, mais ils ont accepté, par exemple, de vivre dans des conditions qui sont à leur désavantage. Là, on peut penser facilement à des femmes, par exemple, qui vivent dans des relations toxiques avec leur conjoint, là, parce que, à défaut de trouver autre chose, il y a d'autres locataires, ça va être des relations toxiques avec leurs propriétaires, avec les voisins, à défaut d'avoir autre chose, des personnes qui vont accepter de vivre dans des conditions, par exemple avec l'insalubrité, parce qu'il n'y a rien sur le marché qui peuvent se payer. On en a parlé tantôt des taux d'inoccupation qui sont très bas, les prix des loyers qui ont augmenté. Donc, c'est difficile de dire combien de personnes sont à la rue parce que
beaucoup de personnes peut-être qui n'ont pas rappelé parce qu'ils sont trouvés chez de la famille. Ils font du couchsurfing. Il y en a sûrement, mais c'est ce qu'on appelle souvent l'itinérance cachée. Hein? Puis c'est des choses qui sont difficiles à ce moment-ci d'avoir comme information très concrète. Toutefois, on sait qu'il y a eu quand même pas mal de personnes qui ont appelé à ces mesures d'urgence-là. On sait, puis je pense que tous nos partenaires autour de la table peuvent le constater, que les gens ont appelé, les gens font appel aux services, là, aux différents organismes pour avoir de l'aide. Monsieur Bray? Pour continuer ce que Marco disait, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui appelaient au comité logement, puis tout, qui s'informent qu'est-ce qu'on peut faire, puis tout, puis comme disait Marco, on leur disait, avant de déménager, là, regardez votre situation, puis tout, puis tu sais, il n'y en a pas de logement, faites attention, puis tout ça. Donc, ça sous-entend ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit, OK, m'accepter une augmentation de loyer de 20, 25, 30 piastres, 40 piastres par mois, puis je vais rester là, puis j'ai un logement, qui sont mis dans un état de précarité, par contre, de vie beaucoup plus grand. Puis ça, avec, on l'a pas, les chiffres là-dessus, là, il n'y a pas d'enquête spécifique qui a été faite pour sortir ça comme données, mais c'est sûr que ça existe, puis c'est comme une blessure sous-entendue, là, en dessous, là, tu sais, il faut en tenir compte. Madame Girardeau. Oui, mais moi, cette année, aux habitations Paul Pratt, c'est la première fois où j'ai eu beaucoup d'appels pour des demandes de logement et des demandes de logement d'urgence pour les personnes aînées. Il y a eu le cas qu'on a traité avec Marco, la rénoviction du Saint-Malo, beaucoup aussi de reprises de logements de propriétaires privés. Donc, cette année, il y a eu un flux d'appels. Je me souviens du plus tragique, c'était pendant la fête du travail. J'ai dû appeler Marco parce qu'il y avait une personne aînée qui n'arrivait plus à payer son loyer d'une résidence privée. C'est le voisin qui nous avait avisé. Elle était prête à se suicider. Là, ça va jusque-là. Donc, quand on n'a que 20 000 $ par année, qu'on paye 1 500 ou 1 800 $ par mois, généralement, les gens vont dans les résidences privées. Mais au bout d'un an ou deux, sans compter des personnes âgées là qui vendent leur maison, au bout de 8 ans, n'ont plus de revenus, ils cognent à nos portes. Donc, mais cette année, systématiquement, moi, je les ai envoyés au bureau de Carman et à la ville parce qu'on pouvait pas tout absorber. Merci, Madame Marie-Claire McLeod. Alors, l'impact que ça a eu ici, en fait, à l'entraide, ce qui est nouveau pour nous, c'est qu'on est devenus des experts de comment faire des demandes de coopératives. On n'a jamais tant rempli de formulaires d'HLM. On a aussi, nous autres, on encourageait toute notre clientèle ici à renégocier avec leurs propriétaires. Ils recevaient, rappelez-vous, Anne nous disait tout le temps, renégocier avec votre propriétaire le montant qu'ils vont vous augmenter, mais cette année, les locataires avaient tellement peur de renégocier qu'ils ne renégociaient pas. Ce qui faisait que l'augmentation du 25-35 $ que vous avez mentionné, on l'a entendu ici. Nous autres, le réflexe, sans faire par exprès, on disait, voyons donc, offre-y 8 $. Rappelez-vous, dans le temps qu'on faisait ça, mais là, on ne peut plus faire ça. Parce que la peur de perte de logement était plus grande que la renégociation quand on nous a toujours encouragé à renégocier. Fait que ça, l'impact ici, comme je vous dis, dans l'organisme lui-même de l'entraide, même pas HL. Fait que c'est ça aussi qu'on a vu. L'autre chose qui nous est arrivée, c'est que certains conseillers municipaux avaient le téléphone de la personne et sa réaction à lui, c'était de les envoyer à l'entraide. Et là, il disait que lui avait réglé le dossier. Lui, il a réglé le dossier en l'envoyant ici à Muriel, qui s'occupe des personnes âgées, on s'est retrouvé avec, je vous dis, là, au moins 10 ou 12 personnes à remplir leur paperasse pour l'OMH et tout. Ça veut dire que le conseiller municipal était comme, OK, moi, j'ai réglé. Oui, il a réglé en référant un organisme communautaire du quartier. Fait que ça aussi, ça a eu un impact ici parce que ça l'a demandé du temps. Donc, Monsieur Legault, là, j'imagine, pour les personnes handicapées, là, c'est les personnes les plus vulnérables, les personnes qui ont une situation précaire, des fois réussissent quand même soit à payer trop cher, en payant trop cher ou en trouvant un logement mal adapté. Mais pour les personnes handicapées, quel état de situation avec la crise? Les personnes handicapées, le confinement, ils connaissent ça. Parce que souvent, ils sont confinés dans leur logement depuis plusieurs années parce qu'ils sont pas réussi à trouver des logements adaptés ou accessibles. Fait qu'ils sont dans le logement, mais ils peuvent ni en sortir, ni rentrer de façon facile. C'est quelqu'un qui doit les transporter ou les lever à bras, là, parce que il y a pas de rampe, la porte est pas située au rez-de-chaussée, il y a pas de plein pied, tout ça. Mais en ce qui concerne aussi les renouvellements
des baux, tout ça. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que les gens ont peur de contester. Il existe présentement beaucoup de discrimination. Les propriétaires ont le choix. Ils ont le choix de choisir les locataires, fait qu'ils exercent beaucoup de discrimination. Ils vont refuser des personnes qui ont des enfants, ils vont refuser des personnes qui ont des animaux, ils vont refuser des fumeurs, ils vont même ils vont même exiger dans certains cas que les locataires soient vaccinés. C'est un peu troublant. On a même vu là cette semaine à la facture, puis c'est même une personne là, qui nous avait déjà contacté, un proprio qui exige que la personne s'abonne à un service de caution là, qui coûte je pense que c'est 240 $ par année, puis que c'est quelque chose on peut pas se désabonner sans l'autorisation du proprio. Fait que c'est le propriétaire, il se garantit, il prend une assurance pour que son loyer soit payé, mais aux frais du locataire. Fait que c'est tout ça qu'on voit aussi. Puis les personnes handicapées, ils sont souvent très frileuses à chercher à déménager parce que il y en a pas de logement accessible. À louer. Ils sont très rares. Et quand il y en a, souvent, ils sont pas financièrement accessibles. C'est des logements qui se retrouvent dans des tours, qui se retrouvent dans ce qu'on appelle des condos à louer, tout ça. Fait que c'est très cher. Puis les personnes handicapées, souvent, c'est des personnes qui sont à l'aide sociale ou qui ont des petites, qui ont la rente là, d'invalidité de la des rentes. Fait que c'est pas des personnes qui sont très riches. Fait que ils vont prendre des logements qui vont pas faire leur affaire nécessairement, mais qui vont être accessibles financièrement. Merci, Monsieur Gildersleeve. À la Halle du Coin, là, vous êtes vraiment le dernier filet de sécurité là, pour les personnes comme refuge. C'est quoi l'impact de la crise pour le refuge, les personnes que vous voyez? Est-ce qu'il y a des gens chez vous, si on avait un peu moindrement des logements sociaux, des logements abordables de disponibles, pourraient sortir de la rue grâce à des programmes comme ça? C'est sûr qu'un filet social, en ce moment, le filet social, c'est les groupes communautaires majoritairement. Puis je pense que ce qu'on souhaite, nous, c'est que ce soit la société globalement qui puisse répondre à ça, puis que ce soit pas juste sur les épaules du filet social. On a des personnes qui sont venues chez nous qui, pendant la pandémie, ont perdu leur emploi et se sont ramassés à la rue et qui n'avaient jamais été à la rue avant. Donc, en lien avec tout ce qui était le revenu pour payer, ils sont venus à la halle, puis venir à la halle, tu veux pas nécessairement venir à la halle. Moi, je souhaite à personne de venir à la halle puis dormir sur un lit de camp et de pas dormir dans des conditions adéquates et tout ça. Moi, je pense que aujourd'hui, ceux qui viennent à la halle, c'est vraiment le dernier recours. Mais plusieurs tentent d'aller dans des maisons de chambre, tentent d'aller dans des logements, mais tout ce qui est en lien avec les revenus qu'ils ont, c'est pas suffisant en lien avec l'assurance sociale ou si en lien avec les différents revenus. Donc, ils se retrouvent à la rue et retourner dans la trajectoire de service n'est pas évident de reprendre cette trajectoire de service-là. Puis c'est grâce à l'entraide entre les organismes communautaires qu'on peut trouver des solutions, mais ces solutions-là sont loin d'être réglées. Puis je pense que la pandémie a fait ressurgir une problématique en lien avec l'itinérance qui était là avant, mais qui est beaucoup plus visible. Marco parlait de couchsurfing. Pendant la pandémie, les personnes ne pouvaient pas avoir l'aide sociale de leurs amis, de leur famille et tout ça. Toute cette aide-là est disparue. Et est-ce que le tissu social va se recréer quand la pandémie va supposément s'estomper? Je suis pas sûr. Puis je pense que c'est de là la responsabilité des différents paliers de gouvernement d'assurer du financement adéquat à tous les niveaux dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc pour moi, il y a vraiment une grande inquiétude parce qu'ils n'ont plus accès aux mêmes services. Puis on est plein depuis 1 an. On est plein à tous les soirs et on refuge entre 5-8 personnes tous les soirs qui soit se ramassent à la rue ou soit se ramassent dans d'autres ressources, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Merci. Le 11 juin dernier, le comité logement, la Virvote, le réseau de la santé, et vous me direz si peut-être que j'oublie des organismes, ont publié une étude sur les conditions de vie des locataires dans l'agglomération de Longueuil. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler des conclusions de l'étude? Plus de 1000 locataires ont été sondés là, pendant plusieurs, je pense 2 ans pratiquement, là, à moins que je sois dans l'erreur, là, vous pouvez me ramener. Donc, M. Monzon, vous pouvez nous en parler de l'étude? Oui, mais c'est ça, il y avait aussi le Carrefour pour elle, les deux CIS qui étaient aussi autour de la table, là, puis le comité logement Montérégie aussi était autour de la table pour. Puis là, j'espère que moi, je n'oublie pas là. Mais c'était vraiment quelque chose de concerté là pour faire cette étude-là. Puis peut-être qu'il y a beaucoup les conclusions venaient corroborer des choses que le milieu se doutait.
existaient. Comme par exemple, là, tantôt tu l'as mentionné, l'association à faire entre femmes, logement et pauvreté, ben ça ressortit de manière très flagrante dans les conclusions. Puis je pense que une des choses que moi j'ai retenues de cette étude-là, c'était la quantité de problèmes là, que les locataires vivent, aussi la méconnaissance qu'il y avait sur les ressources disponibles pour faire valoir leurs droits et peut-être aller chercher de l'aide. Tu sais, les problèmes de logement souvent sont associés à d'autres problèmes, mais les personnes qui ont été rencontrées dans cette étude-là, qui est d'envergure, ne connaissaient pas les ressources sur le territoire, ne connaissaient pas leurs droits non plus. Malgré tous les efforts qu'on peut faire, là, puis je pense que c'est considérable que le milieu fait pour aller rencontrer les personnes, pour les informer. Tu sais, encore une fois, ça nous ramène à toutes les statistiques qu'on peut avoir. Là. Les personnes qui vivent ces problèmes-là, des fois, ils savent même pas qu'il y a des organismes qui peuvent venir en aide. Là. Que ce soit juste pour avoir une information sur comment tu fais pour contester une augmentation de loyer, comment tu fais pour dire au propriétaire, ben mon logement est trop froid, là, qu'est-ce que je dois faire? Là? C'est des étapes qui existent, c'est des choses qui existent, mais les gens ne savent pas. On est allé voir, par exemple, que effectivement, il y a de l'insalubrité dans les logements. On a constaté aussi que souvent, c'était les personnes déjà vulnérables là, qui vivaient ces problèmes-là de manière plus pressante, là, si on veut. Donc, les femmes monoparentales, les familles monoparentales, les personnes issues de l'immigration. Donc, c'est des portraits qu'on a faits, là, mais c'est venu corroborer beaucoup de nos inquiétudes. J'ajouterais juste une petite chose. Tout ce que ça fait, c'est que ça vient démontrer jusqu'à quel point mouvement communautaire a un rôle extrêmement important, puis que la question de la demande de logement d'urgence, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. 50 tu sais, tu as 10 000 personnes qui mettent plus de 50 de leurs revenus pour se loger. Et il y en a qui ont toléré des conditions de vie. Il y en a. Donc, le milieu communautaire, c'est aussi les banques alimentaires parce que tu n'arrives pas. Il faut vraiment le prendre comme la pointe de l'iceberg et la nécessité d'avoir du logement. Mais qu'en attendant, là, des fois, ça m'inquiète d'entendre le gouvernement conseiller. J'ai eu juste tant de demandes de logement. C'est les élections municipales. Il y a une politique en habitation qui ne satisfait pas tellement les gens du communautaire dans l'agglomération de Longueuil, puis elle n'est pas appliquée non plus, donc cette politique-là. Que devront faire les élus municipaux après les élections municipales, quand le jour 1 de leur mandat, là, que doivent-ils faire pour améliorer la situation du logement dans l'agglomération de Longueuil? Bien, premièrement, tous les paliers devraient reconnaître avant tout le droit au logement, que ce soit fédéral, provincial et municipal. Donc, c'est une demande qu'on fait. Pour les villes, les villes sont responsables, il faut se dire que les villes sont responsables de l'aménagement du territoire. Hein. Donc, elles doivent se fixer des cibles ambitieuses dans le logement social et communautaire pour tout. Donc, se doter de mesures pour qu'on puisse mesurer la progression du développement de logements social et communautaire. À l'heure actuelle, il est au minimum. Et en même temps, elle doit nous fournir aussi des outils facilitant l'accélération de la construction du logement social, comme des règlements de zonage. Il y a l'inclusion, le droit de préemption et avant tout aussi se doter de réserves foncières. On le sait que le centre-ville de Longueuil, il y a plus d'1 million de pieds carrés qui appartiennent à la ville de Longueuil. Il faut qu'on aille en chercher au moins la moitié. Moi, je dis pas 10-20%, c'est au moins la moitié. Il y a aussi les réserves foncières. Je vois Marie-Claire sourire parce qu'on travaille là-dessus fortement. Aussi, dans tout l'agglomération de Longueuil, que ce soit le pôle Roland-Terrien, etc., les gouvernements peuvent nous donner de l'argent, que ce soit le fédéral, le provincial, mais la construction, c'est dans les villes que ça se passe, dans les municipalités. Et avant tout, il faut se battre pour réclamer la forte majorité parce que on le sait, on répond à la demande de plus de 50% des personnes aînées, comme disait Réal tout à l'heure, et aussi les familles à faible revenu. Et aussi, il faut leur prouver que nous sommes des développeurs au même titre. Et en même temps, on est mieux que les trigones de ce monde qui perdent leur licence. Donc, on est capable de prendre notre place. Je vois tout le monde sourire. Monsieur Gravel, du groupe de ressources techniques de la Rive-Sud. Mais c'est certain qu'au niveau municipal, je pense que ça va prendre une prise de conscience. Ça prend aussi une volonté politique.
Ça, c'est certain. Puis un des enjeux qu'on a aussi, puis c'est intéressant à Longueuil parce qu'il y a quand même l'agglomération de Longueuil, là, c'est que les enjeux de l'habitation, souvent, ils vont transcender une municipalité. Puis c'est le cas dans les couronnes, là, on l'entend souvent. La réalité d'une ville, puis son attractivité pour un promoteur, par exemple, que ce soit un promoteur privé ou un promoteur qui fait de l'habitation sociale communautaire, son attractivité va dépendre des règlements puis de ce qui a été fait dans la ville d'à côté. Donc, je pense que au lendemain des élections, ça prend une volonté politique, mais qui est partagée, puis ça prend une concertation aussi sur les territoires pour s'assurer que ce qui est mis en place, ça ne freine pas le développement immobilier d'une part, mais aussi que ça fasse partie d'une vision qui est plus large puis qu'on ait des résultats. Moi, je pense que ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Puis une des réalités dans la couronne aussi, puis je pense que c'est tout à l'honneur du municipal de le constater puis d'en prendre compte le plus rapidement possible, c'est qu'il y a une surchauffe, puis que la réalité du développement se rapproche de plus en plus de celle qu'on voit à Montréal, puis notre collègue là, de Bâtir pour en témoigner aussi. Là, les terrains sont vendus là, à des prix assez impressionnants selon un multiple de revenus potentiels qui augmentent énormément. Les programmes souvent ne suivent pas. Puis il faut que les municipalités mettent l'épaule à la roue. Il faut absolument que l'argent qui est disponible, pour que les municipalités soient en mesure rapidement d'aller les chercher, ces sommes-là. Puis il faut qu'ils soient en mesure aussi là, d'offrir des programmes complémentaires. Je pense que c'est la responsabilité, puis c'est tout à l'avantage des villes de s'assurer que le développement de logement social se fasse selon leur vision sur leur territoire. OK, bien, M. Guindon, de bâtir son quartier. C'est sûr que la propriété foncière, je vais juste réenfoncer ce clou-là, parce que au cours des années, depuis 15 à 20 ans, les municipalités sont obligées de cotiser dans le financement de la réalisation des projets. C'est lié au programme Accès Logis. Donc, et souvent, particulièrement des dernières années, les municipalités finissent par mettre pratiquement autant que le gouvernement du Québec dans la réalisation en subvention de projets. Donc, c'est pas là, on peut pas compter ces municipalités pour subventionner, ça vient du fédéral, du provincial, mais les réserves foncières, particulièrement, moi, je suis impressionné à Longueuil avec la quantité de terrains qui appartiennent à la municipalité. Et pourtant, les terrains achetés par le communautaire se font par le communautaire. On a acheté des terrains sans savoir si on aurait des budgets, alors que la municipalité a des terrains, mais nous oppose qu'il n'y a pas de budget pour ne pas nous les réserver. Il y a quelque chose qui est pas normal qu'on soit les seuls à prendre des risques. Et donc, c'est extrêmement important que ce soit sur le pôle de Lanternier, que ce soit du centre-ville, que ce soit autour près de l'aéroport. Il y a des masses de pieds carrés qui appartiennent à la municipalité. Donc, c'est important que ces terrains-là, déjà achetés avec des fonds publics, soit mis à disposition de ce défi qui est de loger le monde à faible revenu. On veut des villes pour tout le monde, pas juste pour, on veut pas des centres-villes juste pour tant de revenus et plus. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Puis, c'est à la portée politique des municipalités. Bon, est-ce que les autres villes que Québec et Montréal pourraient avoir accès aux droits de préemption, qu'elle demande, tu sais, c'est politique d'aller voir ce genre de... C'est un enjeu des dernières années, puis c'est un enjeu de la prochaine élection. Merci, M. Gildersleeve. Je pense que les prochains élus municipaux devraient avoir des politiques en lien avec tous les enjeux sociaux. Ils devraient vraiment que ça soit clair, que ça soit bien établi, que ça soit écrit, qu'on puisse s'assurer que tous les citoyens soient considérés des citoyens à part entière. Un citoyen qui vit dans la rue, un citoyen qui vit dans un appartement, un citoyen qui vit dans une maison sont tous des citoyens. Puis c'est de ramener ça à la base en lien avec les inégalités sociales. Oui, il y a différents paliers de gouvernement qui sont là pour subvenir à ça, mais si ça part de la base au niveau municipal, s'il y a une politique, par exemple, en itinérance qui est claire, avec des trajectoires de service, avec des responsabilités, avec des postes clairs. Aujourd'hui, dans l'agglomération de Longueuil, il n'y a aucun poste lié 100% dédié à la prévention de l'itinérance, par exemple. Comme, par exemple, on peut avoir à la ville de Montréal avec le poste de commissaire à l'itinérance. Donc, je pense que la ville doit finalement assumer que oui, il y a de l'itinérance sur leur territoire et pour pallier à ça, créer des politiques sociales qui vont leur permettre de s'intégrer et d'avoir à du logement. Et tous mes collègues ici travaillent sur la trajectoire de services un peu plus loin dans le cheminement, mais je pense qu'à la base, une politique pour éradiquer les inégalités sociales, une politique en itinérance qui soit établie, qui soit écrite, moi, je pense que c'est la base et je souhaite que
toutes les idées qui sont mises autour de la table soient prises en compte par les élus, les futurs élus municipaux. Merci, M. Trudel. Bon, écoutez, évidemment, moi, je ne vais pas me mêler de politique municipale. On essaie de respecter les champs de compétences. Là, fait qu'on passe la moitié de notre vie à Ottawa à empêcher le fédéral d'empiéter sur les compétences provinciales. Fait que je ne vais pas, moi, commencer à me mêler du municipal. Mais quand même, une affaire que j'ai constatée dans la dernière année, je ne me rappelle plus du nom du projet là, au métro Longueuil, le projet de développement de condos, le gros projet là, de la ville. Mais moi, je me rappelle que quand ils ont annoncé ce projet-là, j'avais fait une sortie publique pour dénoncer ça parce que je trouvais que ça n'avait aucun bon sens qu'on se lance dans des grands projets comme ça alors qu'il manque de logements pour les personnes les plus vulnérables à Longueuil. Et on m'avait répondu que oui, mais avec l'argent qu'on va faire avec ça, on va pouvoir construire le logement social. La grosse problématique qu'on m'avait expliqué aussi, c'est que moi, je pense que ça prendrait une politique comme à Montréal, c'est-à-dire 20% de logement social, 20% de logement abordable pour toutes les constructions qui se font. Le problème qu'il y a à Longueuil, qui semble, sûrement que les gens la connaissent, c'est que le logement social, c'est une compétence d'agglo. Donc, et à Brossard, ils n'ont pas les mêmes problématiques. À Boucherville, ils n'ont pas les mêmes problématiques. À Sainte-Julie, ils n'ont pas les mêmes problématiques. Ce qu'ils disent, c'est que s'ils forcent les promoteurs à Longueuil, par exemple, à construire 20% de logements sociaux ou 20% de logements abordables, ils vont tout simplement aller ailleurs. Et ils vont se faire accueillir à bras ouverts par toutes les municipalités autour qui ont moins de problématiques que Longueuil. Fait que ça, c'est un problème. Si il y a une affaire sur laquelle on pourrait agir, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir une solidarité sociale dans toutes les municipalités de l'agglomération pour faire en sorte qu'on puisse forcer d'une façon ou d'une autre les promoteurs à construire des parce que là, en ce moment, tout ce qu'on voit, c'est des condos. Il manque pas de logement pour des gens qui ont des moyens là, assez élevés, là, pour des gens des ménages qui gagnent en haut de 150 000, il en manque pas. Il se construit des condos partout. Ce qui manque, c'est pour des familles avec beaucoup d'enfants, avec des mères monoparentales, des femmes victimes de violences conjugales. C'est ça qui manque. Donc, la ville pourrait peut-être agir là-dessus. Je ne sais pas comment on pourrait faire en sorte qu'ils s'entendent avec les autres villes de l'agglomération pour qu'un règlement comme ça pourrait voir le jour, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Encore une fois, j'ai rien dit. Je ne me mêle pas de les affaires. Monsieur Monzon, suivi de Monsieur Bray, pour porter la voix du comité de logement sur le rôle des municipalités de l'agglo suite aux élections municipales. Monsieur Monzon. Denis, tu viens de dire quelque chose d'intéressant quand on se répond que ça prend des genres de projets comme, par exemple, le projet de Devenco dans le centre-ville au-dessus du métro Longueuil, là, pour pouvoir financer par la suite les logements. Mais c'est ce qu'on entend tout le temps. Hein. Ça prend ça pour faire ça, puis le social vient jamais. Puis à ta question, Martin, moi, je me permets d'être un pelletu de nuages maintenant, là, puis y aller un peu dans les vœux pieux. Mais moi, je pense que les prochaines administrations devraient idéalement faire une profession de foi envers le logement social. Puis ça veut dire faire preuve de courage, puis lancer des grands chantiers, pour faire du logement social. Puis on le voit là, on est dans une crise du logement avec des centaines de personnes qui se retrouvent dans des conditions inacceptable. La pandémie est venue exacerber tous ces problèmes-là. Les organismes sur le terrain, toutes sortes de problèmes sociaux, puis pas juste en logement, mais qui viennent être exacerbés. Puis ça prend, je crois, que des élus, des responsables qui croient vraiment au logement social, qui arrêtent de penser que le logement, là, qu'on arrête de penser que le logement doit absolument être une marchandise sur laquelle il faut faire du profit, c'est un investissement. Les gens y habitent. Ce sont des êtres humains qui habitent dans ces logements-là, puis ça prend des élus qui ont compris ça, qui croient en ça, puis lorsqu'ils vont faire des projets qui nous répondent pas ce qu'ils nous ont répondu pour Devemco, là, où ils nous disent, ils mettent sur un plateau d'argent le projet à une compagnie qui est déjà plein d'argent, puis quand les groupes sociaux, puis des collègues autour de la table vont pouvoir le dire, là, mais quand après ça qu'on est allé les voir pour dire comment on fait pour développer avec eux autres, pour s'inclure dans ce projet-là, parce que ce secteur-là, il devrait être accessible aussi aux personnes les moins nantis. Donc, on s'est fait dire, allez négocier à Devemco. Et Devemco, il s'en fout complètement du social. Là. Il n'y a même pas eu de discussion là, avec eux autres par la suite. Là. Tous les projets que moi j'ai vus, il n'y avait pas moyen de leur parler. Donc, ça prend vraiment des élus là, qui voient le logement social comme vraiment quelque chose de viable, quelque chose qui possible, puis dans l'état actuel des choses, qui est même beaucoup plus souhaitable que du logement privé là, à but lucratif. Puis, je finirai en disant aussi que il faut penser en dehors de la boîte aussi. Moi, j'espère que les élus, là, parce que les programmes, on les voit, les programmes, là, puis les développeurs autour de la table sont mieux placés que moi pour le dire, mais il y a toujours des limites avec ces programmes-là. Tu sais, on l'a dit tantôt, là, les frais acceptés sont pas ceux de l'année, sont pas
c'est pas dans la même ère dans laquelle on vit. Il y a toujours, à chaque année, on dirait qu'ils rajoutent des barèmes, des programmes, même les nouveaux programmes sont pas collés sur la réalité. Donc, moi, ça, ce que je pense, c'est que ça prend des villes qui sont prêtes à penser en dehors de la boîte, là, pour faire du logement social, pour socialiser les logements locatifs. Puis ça peut se faire de plusieurs manières. Ça se fait pas juste à travers les programmes qui sont fédéraux ou provinciaux. On a des gros développeurs autour de la table ici maintenant, là, qui ont des capacités de développement qui peuvent se sortir des programmes, mais ça prendrait la collaboration des villes à ce moment-là. Puis ça prend du courage de la part des villes. Ça prend une vision, là, ça prend qu'ils y croient au logement social. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les élus, les prochaines administrations arrivent au moins avec une ouverture face à ce genre de demande. Monsieur Bré. Faire un petit peu de chemin ce que disait Marco et les autres avant. Il y a une dimension qu'il faudrait qu'il change dans la perception que les élus municipaux ont envers leurs citoyens. Depuis, je dirais, moi, 30, 40 ans, les municipalités sont de plus en plus administrées avec une vision corporative, comme si c'était des industries. Faut que ça rapporte, faut qu'il y ait des taxes qui rentrent pour faire du développement. Et les contracteurs, puis les promoteurs, puis toute cette gang de monde-là ne vont investir que si ça rapporte. Puis le projet qui rapporte le plus, c'est celui-là qui va être privilégié. Alors que les municipalités devraient être au service de nos citoyens, là, tu sais, c'est ça. Et la vision que les municipalités ont sur le logement, on regarde ce qu'il va y avoir comme nouveau logement, mais on regarde pas ceux qui existent déjà. Puis les municipalités, les administrateurs des municipalités ne voient pas que ceux qui payent les taxes dans les gros immeubles à logement ou dans les petits immeubles à logement, c'est pas les propriétaires de ces immeubles-là, c'est les locataires. Aussitôt qu'il y a une augmentation, ils refilent tout de suite aux locataires, puis même ils vont chercher une petite augmentation de plus, ils en profitent, parce que c'est l'outil principal pour faire une augmentation de loyer que les propriétaires utilisent, c'est le compte de taxes. Puis jamais le propriétaire va aller chercher dans les profits qu'il fait pour dire il faut que je paye mes taxes. Il refile la facture tout de suite aux locataires. Donc, cette dimension-là n'est pas tenue en compte. On l'aperçoit pas. Même les locataires, la plupart des locataires pensent qu'ils n'en payent pas de taxes, eux autres. Alors que c'est faux. C'est ceux qui en payent le plus, c'est eux autres. Donc, cette dimension-là, de dire on doit rendre à ceux qui payent les taxes, puis à cette communauté-là, des services supplémentaires, des aides supplémentaires, de faire de l'adaptation des logements justement pour les personnes handicapées, ça devrait venir des municipalités. Ça devrait être de dire, on a tant de besoins sur notre territoire pour ce genre de besoins-là, on va développer, se mettre de côté des budgets pour faire ça. Mais ça prend une vision. C'est sûr, de ceux qui vont être élus, puis tout ça, c'est politique, mais c'est aussi, comment je pourrais dire ça, tu sais, l'éthique sociale, c'est ce qui manque, je dirais. Je finirais là-dessus. Merci, Mme Jurado. Oui, ben pour revenir à ce que disait Réal aussi, la prochaine administration devrait se doter d'une vision d'habitation, un peu comme à Québec l'a fait en 2019, là. Mais je ne sais pas s'ils l'ont vraiment mis en place, mais une vision d'habitation qui dit que c'est pas juste le privé qui peut répondre à la demande. Donc, on devrait être égal avec le privé pour le développement de terrain. Et aussi, on a un rôle à jouer aussi, nous, le communautaire. Un peu, il faudrait, au lieu de toujours parler, peut-être aussi passer à l'action, comme faire des occupations de terrain, comme aller un peu plus haut pour nous faire entendre. Parce que oui, on parle avec les villes, on veut bien négocier, mais à un moment donné, là, on est toujours relégué aux oubliettes. Donc oui, on a un rôle, les municipalités ont un rôle, mais aussi nous, le communautaire, on devrait peut-être passer un peu à l'action. Merci. Pour conclure sur le sujet des deux intervenants des groupes de ressources techniques, là, M. Guindon dans un premier temps, puis M. Gravel par la suite. M. Guindon. Peut-être en terminant, quelques considérations bassement économiques. Le logement communautaire paye les mêmes taxes que tout le monde aux municipalités, particulièrement dans les ensembles, dans les grands ensembles immobiliers. Les terrains, oui, M. Trudel, il y a cet enjeu-là, mais les terrains sont déjà possédés par les municipalités. Donc, ça devrait être un levier pour permettre
d'intégrer l'ensemble des citoyens et non pas un problème. L'acquisition en copropriété, c'est possible dans des grands projets privés. Puis, s'il y a une chose de claire en économie, là, c'est que l'achat local, là, c'est les faibles et les modestes revenus qui le font. C'est pas les grands revenus qui font de l'achat local. Ça, ils vont ailleurs. Alors, ça, c'est prouvé dans des études. Donc, il n'y a pas vraiment de raison. C'est triste, mais il n'y a pas vraiment de raison économique pour empêcher des gens à faibles et modestes revenus d'habiter des grands ensembles en redéveloppement dans les parties des municipalités. Merci, M. Gravel. Oui, toujours en lien avec ce qui a été dit précédemment. C'est sûr qu'au niveau des municipalités, je pense qu'il y a une opportunité à saisir aussi. Si on considère l'approche holistique que l'habitation peut avoir, pour les municipalités, on parle pas seulement d'habitation, on parle d'enjeux au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, on parle d'enjeux au niveau de la santé, de la sécurité publique, du transport, quelque chose qui intéresse énormément les municipalités. Je pense que pour les prochaines administrations, d'avoir une vision peut-être moins en silo, mais vraiment de prendre en considération de l'habitation dans son ensemble, les répercussions que ça a sur le milieu de vie, je pense que c'est quelque chose là, qui à ne pas manquer, ça c'est certain. Là. Bon, l'argent est à Ottawa, la compétence elle est partagée entre Québec et Ottawa, donc entre autres, Québec a pris plus l'aspect du logement, c'est lui qui a les programmes, Ottawa, via la SCHL, s'occupe plus à la stimulation du marché privé, au soutien au marché privé, puis là c'est des milliards, 1000 milliards de dollars là, de soutien de la SCHL au marché privé, il y a des effets négatifs, entre autres sur la spéculation et puis le logement, mais j'aimerais vous entendre quel est le rôle d'Ottawa et Québec dans la situation du logement puis de l'habitation actuellement dans l'agglo? Donc, je commence avec M. Trudel. Oui, bon, écoutez, le rôle d'Ottawa, c'est de payer, tu sais. Grosso modo, le rôle d'Ottawa, c'est de payer. Bon, faire reconnaître aussi la compétence de Québec en logement. Tu sais, le logement, c'est comme la santé aussi. Ça, si on a besoin à comprendre ça, Ottawa, là, on en parle aussi des organismes communautaires. Plus tu es proche des besoins, ben, plus tu les connais, les besoins. C'est facile à comprendre. Comme en éducation aussi, pourquoi c'est des compétences provinciales? Avec le temps, ça a été fait parce que il faut être proche des besoins des gens. Tu sais. Fait que Ottawa, ben, ils ont toujours le réflexe de dire, ben, si on met de l'argent, on veut pouvoir dire que c'est nous autres qui le met. Tu sais. C'est pour ça que ça a niaisé pendant 3-4 ans, par exemple, pour la signature de l'entente Québec-Canada, suite à la stratégie nationale sur le logement qui a eu lieu en 2017. Ça a pris 3 ans avant que ça signe avec Québec. La seule raison que Ottawa voulait mettre ses drapeaux partout puis dire, hey, c'est nous autres qui construisons du logement pour les gens. Tu sais. Moi, je l'ai dit à Ottawa, je sais pas combien de fois, là, tu sais, la dame de Longueuil avec ses 3 enfants victimes de violences conjugales qui a fait la première page du Journal de Montréal au mois de mai, ben, elle qui est en attente d'un logement, qui est angoissée pour le 1er juillet, ben, elle en aurait un logement si Ottawa avait signé l'entente il y a 3 ans, s'il s'était pas obstiné à vouloir dire non, c'est nous autres qui fournit les logements. Québec, je ne dis pas que Québec est parfait, là. On n'embarquerait pas là-dedans, vous le savez tous. Mais il y a de l'argent à Ottawa. Ottawa devrait livrer les sommes. Tu sais, il y a un rebrassage des besoins. Là. Il y avait une statistique qu'on avait sortie pendant la campagne électorale qui était très intéressante. C'est pour Montréal. J'ai pas ce chiffre-là pour Longueuil, mais je pourrais le trouver, puis ça doit être semblable. Tu sais, tout ce que Ottawa investit dans ce qu'on appelle l'abordable, là, ben à Montréal, là, que ce soit des prêts ou sous différentes formes, à Montréal, ça donne des logements à 2200 $ par mois. Tu sais. Ça, c'est de l'argent de la SCHL là, qui investissent à Montréal à travers les différents programmes. 2200, qui peut se payer un logement à 2200 $ par mois? Ça marche pas. Donc, il faut faire en sorte que cet argent-là soit dépensé de façon plus efficace. C'est pour ça que nous autres, ce qu'on proposait pendant la campagne, mais ce qu'on propose toujours, c'est qu'on ramène ça, qu'on rebrasse les programmes pour que ce soit les organismes communautaires qui sont proches, les organismes en logement qui gèrent ces argents-là. C'est eux qui voient les besoins. On l'a vu d'ailleurs, tu sais, le programme qui a été lancé, l'ICRL, qui est un programme intéressant. Je pense que tout le monde, là, Martin, il sait, il était là-dedans. Vous avez tous eu des projets. C'est un programme qui était là vraiment pour construire du logement social, puis rapidement. Bon, il y a eu toutes sortes de ratés, là, mais c'était un programme qui était surtout largement sous-financé. Hein? Il y a eu le premier volet, il y a 1 an et demi, il y avait 1 milliard dedans pour construire du logement social. Il y a eu pour 4 milliards de projets déposés. La Fédération canadienne des municipalités demandait 7 milliards dans le même programme. Ça, c'est les besoins réels du terrain. Là. Quand tu as un programme,
Les gens, ils s'amusent pas pour le fun à déposer des programmes, des projets de logement pour s'amuser. Là. C'est parce que ça correspondait à des besoins réels sur le terrain. Donc là, tu avais un programme qui était intéressant pour les gens, intéressant pour les organismes, intéressant pour loger notre monde, mais qui était sous-financé. D'autres, on va taper sur le clou pour essayer qu'il y ait plus d'argent là-dedans. Il faut... Puis ça, on en a parlé, puis je pense qu'on est tous d'accord, puis j'en ai parlé au début, il faut qu'on reconnaisse le droit au logement comme un droit fondamental. En ce moment, il y a une crise du logement, il y a une crise climatique, il y a une crise sanitaire, puis moi, honnêtement, je suis pas sûr laquelle qu'on mettrait en premier dans les priorités. Ottawa devrait dépenser 1% de son budget annuellement pour le logement social, qui représenterait à peu près 3 milliards de dollars, 6 à 700 millions par année juste pour le Québec. Les besoins sont là, vous les connaissez au Québec. À Longueuil, c'est autour de 40 000 personnes qui sont sur des listes d'attente de HLM. Donc, Ottawa doit en faire plus. Ils ont lancé de l'argent, ils ont des programmes qui sont intéressants, mais qui sont sous-financés. Fait que si on veut savoir le rôle d'Ottawa, c'est de faire couler l'argent à Québec puis dans les municipalités pour qu'on construise du logement social, pour qu'on loge les gens. Madame Jurado? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord que l'argent du fédéral, de toute façon, il faut plus d'argent au fédéral pour du logement social. Mais moi, je veux m'assurer que cet argent-là retourne bien au logement social. Parce que quand on sait que cette année, là, on a eu toute une belle gifle, il y a eu de l'argent du fédéral, il y a de l'argent aussi du fédéral à Québec, mais Québec, là, 500 unités de logement social à travers tout le Québec. C'est une honte. Il y a eu 30 unités à Longueuil. C'est une honte. Les besoins sont importants. Donc, moi, je veux m'assurer que l'argent du fédéral revienne bien dans le logement social parce que les besoins sont immenses. On le voit pour les personnes aînées. Moi, j'ai plus de 500 personnes sur les listes. Il y a 2-3 000. Les familles. Mais c'est pas juste les municipalités qui doivent avoir une vision du logement social et communautaire. C'est aussi le Québec. Parce que le Québec, avec ses 500 unités, là, c'est une honte. Oui, puis tu as raison, Sonia, je pense de rappeler les manquements de Québec, là, parce que autour du 1er juillet, là, on parlait beaucoup de logement. Je pense que c'est de mon souvenir, j'ai jamais vu qu'on parle autant de problèmes de logement dans les médias. Et le gouvernement du Québec se démarquait de par son incompréhension de la situation, je dirais ça comme ça, là, où on entendait à chaque fois qu'il y avait une intervention, que ce soit de la ministre de l'Habitation ou du premier ministre sur les enjeux de logement, c'était tellement déconnecté, tellement loin de ce qui se passe sur le terrain, là. C'était caricatural, des problèmes, là. Puis on entendait, il n'y en a pas de crise du logement. On s'assine pour parler sur des mots, là. Tu sais, c'était un débat sémantique quand les gens sont avec des problèmes, là. Tu sais, puis c'est indécent de voir ça, là. Quand la ministre, à chaque fois qu'elle fait une sortie pour dire, j'ai parlé avec des amis, puis là, ça montre toute l'ampleur du travail qu'on a à faire quand leurs amis, ce sont les agents immobiliers, puis en tout cas, c'est loin. Elle parle pas avec les gens qui sont avec les personnes qui ont des problèmes. Ça, c'est clair, là. Puis quand elle parle de programmes puis qui vont aider, mais c'est des programmes qui existent la législation qui va aider pour régler les problèmes, mais c'est des législations qui existent depuis déjà un certain temps. On s'est rendu compte que on avait une ministre de l'Habitation qui ne maîtrisait pas du tout son sujet, là. Puis ça, c'est vraiment... C'est vrai, c'est grave de voir ça, là. C'est vraiment grave, surtout en période de crise du logement, là. Puis un gouvernement entier qui semblait vraiment très, très froid, là, face aux problèmes des personnes, là, puis vraiment zéro à l'écoute. Donc, je pense que à Québec, on part de vraiment très loin, là, juste leur faire admettre qu'il y a des besoins, qu'il y a des problèmes. Je pense que ça va être leur je dirais, là, de s'ouvrir les yeux aux difficultés qui sont sur le terrain. Je pense que ça va être une première grosse étape de la part de Québec. Monsieur Gildersleeve. Je pense que souvent, c'est les personnes vulnérables qui payent le prix, des fois, pour le manque de bonne gouvernance de certaines organisations. On est en train tout récemment de se sortir de la crise de l'OMHL qu'on a vécue sur le territoire de Longueuil et j'ai eu plusieurs de nos résidents à l'époque où j'étais dans un autre emploi qui avaient fait des plaintes justement à la SHQ, des plaintes en lien avec l'accès au logement. Puis je pense que c'est pas les personnes qui sont les bien nantis qui vivent dans des habitations adéquates et tout ça qui font face à ces problématiques-là.
Mais avec la crise, on n'imagine pas l'impact à long terme de la crise au niveau de la gouvernance de l'OMHL dans les dernières années. Et je pense que grâce à la mise en tutelle de cette organisation-là, tranquillement, on est en train de remonter la côte. Et je pense que c'est important quand il y a des crises de gouvernance, oui, l'organisme doit être mis sous tutelle, mais comment on vient en aide aux personnes vulnérables quand ces organismes-là ne sont plus fonctionnels? Puis je pense que c'est souvent ça qu'on oublie, c'est les personnes vulnérables, les organismes étatiques ou les organismes comme l'OMHL devraient fonctionner de façon fluide. C'est pas à eux de vivre les conséquences de la mauvaise gestion et tout ça. Je pense que ça, on n'en parle pas assez souvent. Oui, on parle du rôle des différents gouvernements, mais parfois, on doit réagir plus rapidement quand il y a des problématiques dans certaines organisations. Et l'accès au logement sur le territoire de Longueuil passe en grande partie par l'OMHL. Et quand l'OMHL n'est pas fonctionnel, c'est les personnes vulnérables qui payent le prix dans un contexte déjà assez difficile. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse le nommer et qu'on nomme aussi qu'il y a des actions qui sont mises en place et on va vers la bonne direction. Mais on n'est pas sorti encore de cette crise-là qui a eu un très grand impact dans le milieu. Monsieur Guindon, quel rôle de Québec pour permettre de livrer toutes les unités qui sont qui sont promis, qui sont budgétées, mais qu'on n'est pas capable de livrer? C'est curieux, mais je vais plutôt dire qu'il devrait en faire moins. C'est-à-dire, dans le sens suivant, c'est qu'il y a vraiment un enjeu de faciliter la réalisation et que si on compare l'attitude des financiers privés avec le développement privé, puis l'attitude de la SHQ, on est sur le bord à toute fin pratique de la concurrence déloyale. C'est-à-dire, imaginons qu'une personne privée veut aller chercher une préautorisation pour faire une offre d'achat sur une copropriété, c'est 24 heures. Avoir l'équivalent à SHQ, c'est 1 an. Et on est tous dans le même marché immobilier. Et un projet à Longueuil, on l'a littéralement perdu. Puis, il a fallu racheter un terrain parce qu'on avait perdu, parce que la SHQ avait pris 8 mois à répondre à une offre d'achat garantie avec un coût de réalisation garanti par un entrepreneur. Moi, je pense qu'il faut vraiment que cet élément-là soit sur la table. Parce qu'il n'y a absolument aucune raison, après 40 ans, que considérer l'expertise des GRT de tout le mouvement des propriétaires communautaires, coop ou SBL, et pas au moins l'équivalent dans ses compétences que l'entreprise privée fait sur le même marché financier. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on remarque depuis des années. On tolère pas nécessairement, mais en même temps, on est pris devant cette attitude. Puis on va passer par les appels d'offres publics de construction qui garantissent un coût de construction largement supérieur à ce que le privé est capable de faire à côté. Donc, tout ça, l'argent, oui, prioriser le logement communautaire et puis le laisser travailler à armes égales. Merci, M. Bray. Je suivrai sur ce que Denis a dit tantôt. Le fédéral, sa job, c'est de payer, c'est de donner de l'argent. Puis donner de l'argent aux provinces pour que les provinces créent des programmes qui développent du logement social et communautaire. Il y a des chicanes puis tout ça, ça aide pas. Moi, où je vois un gros problème maintenant, quand autant au fédéral qu'au provincial, c'est qu'on parle de logement abordable. Pourquoi parle-t-on de logement abordable? Tout le monde dit, il ne devrait pas parce que, le logement abordable, ça va coûter plus cher, puis c'est pas du logement social, puis tout. Puis c'est vrai que c'est pas ça. Parce que tous ces politiciens-là, puis avec les hauts fonctionnaires, puis tous les calculs qu'ils font aux autres, là, pourquoi toutes les choses retardent dans la machine? Puis moi, je suis convaincu que c'est une des très, très grosses raisons. C'est que construire les immeubles, puis tout, mettre ça en chantier, puis tout, il n'y a rien là. Ça peut se faire 3 mois, puis c'est fait. Ça devrait être ça. Ce qui fait qu'ils font exprès pour retarder les choses, prendre des décisions, puis ça, c'est que dans ces unités-là, il y a des logements qui sont subventionnés. La subvention au loyer. C'est cette dimension-là que les gouvernements ne veulent plus défrayer. Ils nous le disent pas. Mais c'est vraiment ça, parce que le logement social, c'est un logement où il doit y avoir une subvention pour aider ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer un prix de logement ordinaire. Puis construire aujourd'hui une unité, tu peux pas arriver avec un logement qui va être à 350$ par mois.
Ça prend une subvention pour permettre à quelqu'un qui a seulement que les moyens de payer 350$ par mois de pouvoir se loger. Donc, le problème, il est là. C'est la dimension de dire il faudrait développer dans tout ça puis faire comprendre à ceux qui sont en haut, hey, c'est beau, oui, il faut construire, puis il faut construire. Ça, c'est sûr, là. Absolument. Mais la subvention au loyer doit être là aussi dans ces unités-là. Puis c'est pas les PSL peuvent aider un peu des fois, puis ci, puis ça, mais c'est pas la solution. Les PSL qu'on donne dans le privé, puis tout, il n'y a pas de permanence là-dedans, il n'y a pas de... Tu sais, tu aides quelqu'un pendant 5 ans, puis après ça, pouf, tu leur remets à cause des pâtes, tu es encore dans le trou. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit institutionnalisé. Cette dimension-là, c'est sûr, aller dans les programmes qui existent. Mais c'est pour ça que le gouvernement veut plus faire de programmes accès-logis, puis que le fédéral s'est fait tirer à la patte pendant des années pour réinvestir dans les HLM. Puis il y en a combien d'HLM qui sont fermés, qui sont barricadés. Là, on dit, bon, il y a eu un programme pour les remettre debout, puis tout ça, puis refaire des unités. Mais tous les gens qui étaient là-dedans, dans ces HLM-là, ils se sont trouvés ailleurs. Ils sont où? Puis tout. C'est toutes des unités où il n'y a pas de gens à faible revenu qui vivent là. Monsieur Legault. Je pense que ça prend, avant tout, ça prend un gouvernement qui va reconnaître qu'il y a eu une crise du logement qui existe depuis des années et des années. Et puis, c'est la première étape. Puis, il faut aussi peut-être remettre en question le modèle de développement actuel. C'est-à-dire que depuis des années, on fonctionne sur le pilote automatique, c'est-à-dire on a mis en place des programmes sans jamais remettre en question la façon dont ça fonctionne, tout ça. Moi, je crois que ça prendrait quasiment des états généraux, étant donné justement comme presque la permanence de cette crise du logement-là. Ça prendrait des états généraux où est-ce qu'on assoirait ensemble tous les intervenants du logement, que ce soit les promoteurs privés, les gouvernements, tout ça, municipaux, les offices municipaux, les organismes communautaires, puis on repenserait le modèle de développement. Tantôt, Marco parlait de la socialisation du logement social, puis je mets ça en lien aussi avec la première intervention de Denis, c'est-à-dire où est-ce qu'il parlait de retirer le logement de changer le modèle de spéculation. C'est ça, retirer le logement social, le logement de la spéculation. C'est-à-dire, présentement, le logement social, c'est considéré comme un bien commercial comme un autre. Les prix augmentent, les propriétaires font tout ce qu'ils peuvent, ils vont utiliser toutes les tactiques possibles pour pouvoir augmenter leurs profits, que ce soit des augmentations illégales, que ce soit des rénovictions, que ce soit peu importe, là, ils vont faire tout ce qu'il faut pour pouvoir augmenter leur loyer. Ce qui fait qu'on retrouve dans le marché présentement des loyers qui sont à très faible loyer, les logements subventionnés. Puis après ça, on trouve des loyers très élevés. Fait qu'entre les deux, il n'y a rien pour les gens qui sont de la classe moyenne. Tu te retrouves à payer. Si tu n'es pas assez chanceux pour avoir un faible revenu qui te permet d'avoir un HLM, tu te retrouves à devoir payer des logements, des loyers très élevés. Fait que moi, je pense que ça serait important de se rasseoir puis de tout réfléchir à ça puis de peut-être remettre en question le modèle de développement du logement présentement pour développer des nouveaux programmes, des nouvelles stratégies. Tu sais, tantôt, on disait le fédéral, son devoir, c'est de payer. Mais pourquoi qu'on n'appliquerait pas la même stratégie au gouvernement provincial, qu'on dirait, regarde, l'argent, là, faites-la descendre aux municipalités, puis où est-ce que ils sont plus près de la population puis des besoins des gens. Puis c'est là que ça va se décider quand puis comment, puis combien qu'on va donner pour tel logement. Moi, je pense qu'on est arrivé là. On a eu depuis 2-3 ans, il y a une cellule de crise à Longueuil pour régler la crise du logement. C'est pas ça qui va la régler. On va pas arrêter l'itinérance en créant plus de lits pour les personnes en itinérance. Ça prend du logement, ça prend différents modèles de logement, différentes typologies qui vont correspondre aux besoins de la population, que ce soit des logements adaptés pour les personnes handicapées, que ce soit des grands logements pour les grandes familles. On est rendu là. Donc, il y a plus de 10 000 unités à livrer qui ont été budgétées dans les années passées. C'est plus de 1,5 milliard de dollars qui dorment dans les coffres de Québec en pleine crise du logement. Mais malgré ça, on n'est toujours pas capable de livrer ces unités-là, ces projets-là.
combien il manque? Qu'est-ce qui manque pour réussir à les livrer? Hein, la SHQ dépense moins de 700 millions de dollars par année en termes dans l'ensemble de ses programmes en logement. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec dépense moins de 700 millions de dollars par année dans l'ensemble de ses programmes en logement. On donne 1,2 milliard de réduction de taxes scolaires aux propriétaires. Donc, je pense qu'on a les moyens de débloquer ces unités-là puis d'en budgéter des nouvelles, mais concrètement, combien il manque pour débloquer cet argent-là qui dort dans les coffres de l'État là, par unité, par exemple, M. Gravel? Bon, par unité, ça va vraiment dépendre là, de plusieurs choses. Là, sans rentrer dans les détails à ce niveau-là, c'est certain qu'au niveau des coûts maximaux admissibles, qui sont reconnus là, dans le programme Accès Logis Québec, le programme provincial, on est très loin de ce que ça coûte réellement en fonction des contraintes qui nous sont imposées. M. Guindon le mentionnait tantôt, c'est anormal que ça nous coûte aussi cher de bâtir. On parle même de concurrence déloyale, j'ai adoré ça. C'est les contraintes là, qui sont mises en place qui nous empêchent d'avoir un coût de réalisation qui s'apparente peut-être à celui du privé, d'autant plus que le financement qui est accordé par unité, lui, est restreint, ce qui oblige les organismes là, que nous on accompagne, ce qui nous oblige nous aussi là, à faire des recherches de financement supplémentaires qui souvent viennent avec des contraintes supplémentaires. Pour répondre à ta question directement, là, Martin, qu'est-ce qui manque pour livrer ces unités-là? Il manque un rehaussement des coûts maximaux admissibles, une reconnaissance de ce que ça coûte réellement pour faire les projets selon la façon dont on nous demande de le faire. Puis ça demande encore une fois une volonté politique parce que on se le cachera pas. C'est certain qu'à la SHQ, on le sait que les coûts maximaux admissibles qui sont reconnus sont loin de la réalité. On les voit, les montages financiers, on voit les efforts qui doivent être faits par les organismes pour aller chercher les sous qui manquent. Il faut qu'il y ait quelqu'un se réveille là, à ce niveau-là. Il faut qu'on débloque les sommes. Ou tout simplement là, qu'on travaille les exigences peut-être, mais encore là, j'aurais des réserves à ce niveau-là, mais qu'on voit les exigences pour peut-être permettre une construction plus rapide qui coûte moins cher. Ceci étant dit, au niveau des technicalités, il faudrait vraiment voir comment on fait ça, là, parce que j'ai des bémols, mais c'est ça. Voilà, il faut qu'on reconnaisse ce que ça coûte vraiment. Monsieur Guindon. Il y a quelques mois, le gouvernement du Québec a annoncé des sommes additionnelles en disant vous allez pouvoir terminer les projets. Quand on a fait nos calculs dans les presque 1000 logements qui étaient ralentis par le fait qu'il manquait objectivement d'argent, on a dit bon, finalement, on a l'argent pour les faire. Je vous garantis là, que si ça prend encore 6 mois à faire avancer les projets, c'est évident que le coût de réalisation va augmenter dans 6 mois. Donc, pour leur prêter d'intention, là, c'est évident qu'en ne répondant pas rapidement aux différentes étapes qui mettent au début à installer une pépine sur un chantier, là, c'est évident que dans quelques mois, il y a quelqu'un qui va lever la main en disant qu'il manque encore d'argent. Ben, merci beaucoup tout le monde de votre précieux temps pour partager avec nous vos constats sur le terrain dans l'agglomération de Longueuil. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci tout le monde. Ça a été vraiment enrichissant. Oui, c'était intéressant. Ouais, j'ai appris plein d'affaires. Merci. Hey, salut tout le monde. Un dernier mot, hein. Gênez-vous pas. Si vous avez des infos, que vous pensez que c'est pertinent, que je sache, gênez-vous pas. Hein. Vous m'appelez, rentrez en contact. Plus j'ai d'infos, plus je peux faire des interventions pertinentes. OK? Vous savez que vous avez un allié ici pour le logement social à Longueuil. Fait que, on continue, vous autres, on garde le contact, tout le monde. Oui. Salut tout le monde. Bye.